Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonjour Mohamed Sifawi. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste spécialiste des questions d'islamisme et de terrorisme. Vous avez fait paraître cet automne un livre intitulé Hamas, plongé au cœur du groupe terroriste, ouvrage paru aux éditions du Rocher. Mohamed Sifawi, les dépouilles de 4 otages tués par le Hamas ont été remis à la Croix-Rouge puis aux autorités israéliennes la nuit dernière. Parmi eux, le ressortissant franco-israélien Ohad Jehalomi du kibboutz Nir Oz. Au total, 50 ressortissants français sont morts le 7 octobre en Israël ou après dans les geôles de la bande de Gaza. En ce sens, est-ce que le 7 octobre est aussi un événement, un drame français ? Oui, j'en suis convaincu. C'est un drame mondial. D'abord, par la composition, je dirais, de la société israélienne. Il était clair que cette société multiple, où beaucoup de citoyens ont une double nationalité, plusieurs pays allaient être impactés. On l'a vu, oui, la France, mais aussi les États-Unis, l'Allemagne, l'Argentine et beaucoup d'autres pays encore. Donc, c'était un événement mondial de toute façon, mais un événement mondial aussi par le caractère à la fois nihiliste, barbare par cette attaque, qui s'inscrit dans un continuum qui est celui du terrorisme islamiste, que je ne déconnecte pas, et je l'ai dit très tôt, que je ne déconnecte pas de ce que le monde entier vit depuis maintenant une quarantaine d'années. C'est-à-dire que le terrorisme a frappé dans les pays musulmans, il a frappé dans les pays asiatiques, il a frappé dans des pays occidentaux, il a frappé aux États-Unis, il a frappé en France, il frappe en Israël depuis plusieurs années. Et dès le départ, j'ai essayé de rappeler, avec parfois peu de succès, parce qu'on a en face des gens qui ne veulent pas entendre, que ce terrorisme islamiste auquel fait face Israël est le même. C'est la même matrice idéologique, celle du djihadisme, celle des frères musulmans. C'est la même matrice qui a frappé, y compris en France, et qui frappe des Français encore aujourd'hui. Et donc la distinction qui est parfois faite entre les mouvements islamistes, frères musulmans, et les groupes djihadistes, les premiers étant considérés comme pouvant exercer le pouvoir politique avec un peu de modération, dit-on, vous paraît illusoire et pas du tout opératoire ? Oui, mais enfin, c'est depuis, encore une fois, ça ne me rajeunit pas. Moi, ça fait 37 ans que je travaille sur ce sujet de l'islam politique, et très tôt, j'ai vu cette anomalie. Lorsqu'il y avait la vague d'attentats pendant la seconde intifada en Israël, je voyais bien qu'il y avait une sorte de dissonance dans le discours médiatique et politique des grandes capitales occidentales. D'ailleurs, j'ai été confronté moi-même à cette difficulté, puisque souvent, ou dans des débats, ou des commentateurs, ou des journalistes m'interviewant, trouvaient anormal que je puisse mettre sur un pied d'égalité le terrorisme qui sévissait à l'époque en Algérie, le terrorisme qui avait déjà frappé la France au courant des années 90, et le terrorisme qui visait et qui vise encore Israël. C'est-à-dire qu'il y avait toujours cette volonté de distinguer le terrorisme islamiste qui visait le territoire israélien et les citoyens israéliens du terrorisme islamiste qui s'exprimait ailleurs. Et cela, pour des raisons à la fois d'honnêteté intellectuelle, ou des questions d'éthique, de réalité, m'a toujours gêné, m'a révolté, je dois le dire, parce que se cache derrière tout ça un impensé dans lequel il y a un peu de tout, il y a un peu d'antisémitisme, il y a un peu de rejet de l'État d'Israël en tant que tel. Il y a une sorte d'accointance avec les milieux islamistes qui est extrêmement gênante, et on le voit par exemple en France avec ces hurluberlus de la France insoumise. Encore, je suis gentil en disant hurluberlus, et cette connivence qui s'est exprimée dès le 7 octobre 2023, tantôt par la bouche de Jean-Luc Mélenchon, tantôt par l'expression de députés, ou de cette passionnariat qu'est Rima Hassan, qui continue de faire le cirque pour justement susciter et entretenir une conflictualité qui mette en accusation, parce que c'est ça l'objectif, à la fois Israël, les Israéliens, mais je pense que dans leur esprit, les Juifs de la diaspora aussi. Et de créer aussi des tensions internes au sein des sociétés occidentales autour
autour de cette question israélo-palestinienne? Je pense que oui, la chose est très claire. Ce qui est recherché par certains courants de pensée, ça a commencé par les islamistes et on le voit, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont documentées. Par exemple, les réseaux djihadistes ont beaucoup écrit sur ça, sur cette quête de fragmentation de la société occidentale, des sociétés démocratiques. Parce que tous ces gens qui se disent révolutionnaires, qui soient révolutionnaires, disons, dits révolutionnaires islamistes ou révolutionnaires gauchistes, il y a toujours cette volonté, d'abord, une détestation de l'ordre démocratique, une détestation des valeurs universelles, une sorte de haine qui est dirigée parfois contre leur propre pays. Quand j'entends, encore une fois, des membres de la France insoumise s'exprimer, je n'entends pas des gens aimant la France. Je n'entends pas des gens aimant les valeurs de la République, même si parfois ils s'en réclament. Donc, d'une certaine façon, l'islamisme est devenu une sorte d'outil d'allié objectif pouvant créer cette situation de fragmentation de la société européenne de façon générale, la société occidentale, mais plus largement de l'ordre démocratique. Et ça profite, comme on a pu le voir en Allemagne la semaine dernière aux élections législatives, à l'extrême droite, en l'occurrence là-bas à l'AfD. Ce sont des dynamiques que vous craignez qui, selon vous, pourraient se reproduire ailleurs sur le territoire ? Encore une fois, européen. Moi, ça fait plusieurs années que, parfois, en m'attirant les foudres de plusieurs chapelles qui ont une seule vision, je considère que nous avons trois courant toxique aujourd'hui lorsqu'on s'exprime en tant que démocrate. Il y a évidemment l'islam politique, il y a évidemment l'extrême gauche et il y a l'extrême droite. Ce qui est recherché par l'extrême gauche et par les islamistes, c'est la création d'un antagonisme avec l'extrême droite. Parce que les uns, on le sait, alimentent les autres. Et dans ce processus assez clair aujourd'hui, l'extrême gauche instrumentalise l'islam politique, parce que l'islam politique a cette troupe, a cette dynamique qui est en sa faveur et qui lui permet notamment de tenir une partie, pas toute les couches populaires, mais une partie des couches populaires qui sont représentées par les descendants d'immigrés notamment, mais aussi au sein même de ces couches populaires, des quartiers ghettoisés, il y a des personnes, comme on dit, de souche européenne, qui ont été convertis, qui ont été amenés à non pas cette religion, qui n'est plus une religion dans sa conception qui nous intéresse, qui est une idéologie politique totalitaire. Je parle de l'islam politique, évidemment, dans ses différentes versions, mais dans sa version la plus politique et la plus achevée, en l'occurrence les frères musulmans. Donc cette réalité-là est une réalité qui fracture et qui fragmente les sociétés démocratiques, qui fragilise la démocratie et qui alimente incontestablement, je dis bien incontestablement, l'extrême droite. L'extrême droite aujourd'hui a une seule thématique qui peut se décomposer en deux ou en trois, la sécurité, l'immigration, l'islam. Mais vous enlevez ça, c'est-à-dire vous enlevez le problème de l'islamisme. Il n'y aurait aucune raison de parler d'immigration parce que lorsque l'immigration est entre guillemets assimilée, intégrée, lorsqu'elle respecte les lois du pays d'accueil, elle ne pose pas sujet, elle ne pose pas question, je veux dire, personne n'en parle. Et évidemment, lorsqu'elle n'est pas susceptible de créer des problèmes d'insécurité, non plus. Donc, sans ces thématiques-là, l'extrême droite, qu'elle soit l'extrême droite française ou l'extrême droite, les autres extrêmes droites européennes, je pense à l'extrême droite allemande, l'AfD, il n'y aurait plus de sujet. Il n'y aurait plus de sujet. Ce sont aussi les manifestations de force exprimées par des milieux islamistes turcs qui sont très présents et très actifs en Allemagne. Le Miligorüsch notamment, qui est un courant toxique, présent d'ailleurs aussi en France, alimente encore une fois, ce sentiment de dépossession du territoire, ce sentiment d'atteinte à l'identité européenne, ce sentiment d'insécurité. Et donc tout ça, évidemment, je critique l'extrême droite, mais je veux aussi dire aux Français qui se laissent emporter un peu trop facilement par des discours populistes que justement c'est le piège dans lequel toutes les factions extrémistes veulent que chaque citoyen tombe, c'est-à-dire une vision très antagoniste et une vision qui est centrée autour de la conflictualité uniquement. Or, on ne peut pas construire un pays comme ça. Il faut se battre contre tous les extrémismes parce que la démocratie, de toute façon, ne sait pas cohabiter avec les extrémismes.
Mohamed Sifoui, je reviens aux libérations de la nuit dernière en Israël et dans la bande de Gaza. Je partage la douleur immense de sa famille et de ses proches, a réagi sur le réseau social X Emmanuel Macron à propos de la libération de l'otage franco-israélien Ohad Yahalomi. La France a perdu 50 de ses enfants dans l'infamie du 7 octobre. La barbarie du Hamas doit prendre fin. Fin de citation. Quel rôle a joué la diplomatie française, en particulier l'Élysée, dans les négociations démarrées déjà à l'automne 2023 pour libérer ces otages, en particulier les otages franco-israélien? Je ne suis pas dans le secret des dieux, je n'ai pas connaissance des détails du rôle joué par la France, mais la France a voulu jouer un rôle incontestablement. Et d'ailleurs, c'est ce qui l'amène, je ne partage pas ce point de vue, à être souvent assez, je dirais, assez peu vigoureuse dans son expression. C'est-à-dire que je crois que toute démocratie, a fortiori la France, a un devoir moral de condamner avec la plus grande fermeté l'islam politique, à condamner des organisations comme le Hamas, comme le djihad islamique, comme le Hezbollah, à se montrer solidaire avec l'État d'Israël et en raison de ce qu'il subit, de ce qu'il a subi, mais de ce qu'il a continué à subir après le 7 octobre. C'est-à-dire qu'après le 7 octobre, il y a eu évidemment cette barbarie, ce fameux samedi, et après la barbarie, il y a eu une mise en accusation de la victime parce que la victime a voulu se défendre. Et une diabolisation qui s'est voulue d'une ampleur rarement égalée et qui montait crescendo au fil des semaines et des mois, c'est-à-dire plus on s'éloignait de cette date du 7 octobre, qui a quand même créé une certaine, je dirais, unanimité. Comme s'il plus fallait les gens effacer les traces. oubliaient, d'une certaine façon, ou voulaient oublier ce qui s'était passé le 7 octobre. Et tout le monde se complaisait à oublier à la fois les otages, les crimes commis, la barbarie, et on est rentré dans des polémiques évidemment créées artificiellement pour à la fois, en faisant de la surenchère victimaire, en mettant en parallèle, on le voit lorsque j'ai écrit quelques posts sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, pour rendre hommage, évidemment, à toutes les victimes, mais particulièrement, je dirais, sans hiérarchiser aucunement, mais je pense que notre humanité a été profondément heurtée, en tout cas les gens normalement constitués, par la mort des deux enfants Bibas, Ariel et Kfir, et leur maman, parce que c'est quelque chose qui dépassait l'entendement. Ça ne veut pas dire que les autres, ou plutôt le reste des otages, on était moins touchés. Mais sur ce cas précis, il y avait quelque chose, à juste titre, de particulier. Et cette clarification a manqué parfois du côté des officiels français. Vous parliez notamment du Hezbollah. Il y a certaines déclarations du président de la République pendant l'été, si je ne dis pas de bêtises, qui ont parfois suscité la critique. Mais parce que je pense qu'il y a disons, une réflexion un peu éculée qui veut que la France doit garder ou devrait garder de l'influence dans ce qui est appelé le monde arabe, qui est une aberration. Il n'y a pas de monde arabe, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas un discours monolithique arabe, il n'y a pas une entité arabe. Mais pour reprendre l'expression consacrée, le monde arabo-musulman, comme ils disent, la France a envie ou besoin de garder une voix. Or, en fait, on voit d'une part que la France perd de l'influence un peu partout au profit d'autres puissances. Mais on voit bien qu'il y a une anomalie. On ne peut pas composer avec les tenants de l'islam politique. On essaye après les avoir instrumentalisés, on a voulu composer avec eux. Mais on voit que les résultats sont identiques. L'islam politique frappe, progresse, accroît son influence, et son influence est omniprésent. Il phagocyte le débat public dès que ça concerne l'islam, des pays musulmans, une région composée majoritairement de musulmans, etc. C'est toujours l'islam politique qui est au centre, parce que l'Occident, les puissances occidentales, ça fait maintenant 50 ans qu'elles le légitiment. Et personnellement, j'en ai assez, je vais vous dire. Non pas que je sois partisan d'un quelconque discours complotiste, vous me connaissez. Enfin, et j'espère que les auditeurs me connaissent de ce point de vue-là. Mais ça fait maintenant plus de 50 ans que le monde occidental, que les grandes démocraties triturent, selon leur envie, selon leurs besoins, le monde
islamique, comme ils l'appellent. Ils l'ont façonné, ils ont créé ou préfabriqué des États-nations selon leur guise, selon leur bon vouloir. Ils ont instrumentalisé des milieux islamistes, y compris les frères musulmans. Pendant les années 80, avec l'Arabie saoudite et le Pakistan, ils ont instrumentalisé des djihadistes. Et tout ça se retourne contre ces puissances occidentales. L'État d'Israël lui-même, il se dit en pointe contre ces sujets-là, a lui-même instrumentalisé des organisations terroristes comme le Hamas. Il a laissé, je dirais, à ses frontières des organisations terroristes diriger cette bande de Gaza, toujours par cynisme. Et vous savez quoi? Eh bien, tout ça, c'est ce qui met en danger aussi les populations civiles. Mais sur le plan diplomatique, et je reste sur ce point de l'instrumentalisation de l'islam politique, quand vous voyez le Qatar tenir un rôle et maintenir une influence toujours importante, et notamment dans la question de l'établissement d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, vous vous dites qu'on n'a pas fait de progrès de ce point de vue-là. On le considère toujours comme un médiateur absolument incontournable, malgré ses ambitions d'influence dans la région qui n'ont pas baissé d'un iota. Steve Nadjar, vous le savez, on l'a dit ici, d'autres que moi l'ont répété, le Qatar est le principal sponsor des frères musulmans. Mais le Qatar est une création occidentale. Je suis désolé, la force du Qatar ne vient pas uniquement de ses richesses en hydrocarbures. C'est pas ces ressources gazières qui en ont fait un État pivot, ce minuscule État du Golfe est devenu ce qu'il est parce que il a fait du soft power religieux, il a fait de l'influence, parce qu'il sait que le monde occidental est un monde de cupidité, parce qu'il sait qu'il lui était possible d'acheter des consciences, y compris auprès des responsables politiques. Il a opéré des investissements, il est devenu important, il est devenu incontournable. Et donc, alors l'anomalie, il est trop tard maintenant. Il n'est jamais trop tard. Moi, je pense que lorsqu'il y a la volonté politique, lorsqu'on prend conscience des choses, il n'est jamais trop tard. Est-ce que vous trouvez normal? Est-ce qu'il est normal que ce pays qui a financé le Hamas, avec l'accord d'Israël d'ailleurs, et des États-Unis pendant plusieurs années, celui-là même d'une certaine façon qui a payé les attentats du 7 octobre, se retrouve celui qui va négocier ou être l'intermédiaire pour faire libérer des otages? Enfin, on lui donne un rôle extraordinaire tout en sachant la nocivité et la toxicité qui est la sienne. Il y a parmi les pays arabes d'autres pays qui ont beaucoup évolué, qui sont devenus des partenaires, y compris dans la lutte antiterroriste, dans la lutte contre l'islam politique. Mais qui disposaient peut-être, dit-on, de moins de leviers que le Oui, Qatar mais parce que, encore une fois, on a permis au Qatar de jouer ce rôle. Il y a aujourd'hui dans les relations internationales un nœud gordien qu'il faut lever à un moment ou à un autre. C'est quelque chose d'assez inédit. On n'est pas habitué à vivre dans ces configurations. On a des alliés stratégiques, je pense au Qatar, je pense aussi à la Turquie, qui est membre de l'OTAN, qui sont en même temps les sponsors de nos ennemis stratégiques ou de nos ennemis de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a des États comme le Qatar ou la Turquie qui, tout en se disant alliés stratégiques, alimentent, sponsorisent, donnent de l'idéologie à des ennemis qui sont capables d'attenter à la vie de nos concitoyens. Et ça, c'est une réflexion qu'il faut avoir. Je pense qu'il faut aller vers une reconfiguration des relations qui nous lient à ces États. Et au lieu de rester dans une sorte de gestionnaire du statu quo géopolitique et diplomatique, je pense qu'il faut mettre son logiciel à jour. Le monde a changé. Aujourd'hui, la donne islamiste n'est pas une donne je dirais accessoire. Ce n'est pas un sujet qui serait un épiphénomène. C'est une vraie menace stratégique, à la fois sur un plan régional au Moyen-Orient, mais aussi, encore une fois, pour l'équilibre et la cohésion des sociétés occidentales, puisqu'on sait que ce fléau, l'islam politique, est en train, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, de fragmenter nos sociétés. Mohamed Sifoui, je rappelle que vous êtes notre invité à l'occasion de la parution aux éditions du Rocher de votre livre intitulé « Hamas plongé au cœur du groupe terroriste ». Hier, la société israélienne, et on le disait ensemble tout à l'heure, bien au-delà, était en deuil au moment d'enterrer Shiri Bibas et ses deux enfants, Kfir et Ariel Bibas. Énormément de personnes ont été notamment émues par l'intervention du papa et de l'époux Yarden Bibas. Dans quelle mesure, vous parliez tout à l'heure de soft power, dans quelle mesure leurs assassinats à Gaza ont grandement contribué, selon vous, à affaiblir le Hamas en termes d'image, et notamment d'image véhiculée dans le monde arabe,
Même si on veut faire peut-être une distinction là entre ce qui se passe au Maghreb et ce qui peut se passer par ailleurs dans le Golfe. Franchement, aussi dramatique soit-il, c'est pas cet événement dramatique qui va vous faire bouger les lignes. Moi, je vois clairement les choses. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai pas terminé parce que je suis passé à autre chose, ma phrase tout à l'heure, lorsque on met en évidence ce drame, la mort de la famille Bibas, des enfants, on a immédiatement des réponses sur les de enfants gens palestiniens qui, en miroir, nous parlent des enfants palestiniens. Soyons clairs, moi, évidemment, je suis horrifié par la mort dans ces circonstances, je dirais, de tous les enfants et de tous les adultes et de tout le monde. Je veux dire, personne ne souhaite cela. Mais il faut revenir quand même à la réalité des faits. D'abord, nous sommes face à deux situations qui ne sont pas identiques. Il y a d'un côté, le terme est malheureux, des victimes collatérales qui meurent parce qu'on a des terroristes qui souvent instrumentalisent, et très souvent même instrumentalisent des civils lors d'affrontements qu'ils ont avec une armée, en l'occurrence Sahel. Et on a d'un autre côté, le 7 octobre, il y avait une volonté délibérée de la part de ces terroristes de prendre en otage une femme et ses 2 enfants. Or, on sait, lorsqu'on prend en otage, on expose au danger la vie des otages, forcément. Et lorsqu'on prend en otage un enfant, à minima, on cause chez lui des dommages psychologiques irréparables, ou en tout cas qui peuvent s'ancrer dans son esprit et le déstabiliser pendant une grande partie de sa vie. Donc, de façon consciente, voilà des terroristes qui, de façon indiscriminée, ont tué, d'abord, y compris des civils de tout âge, et ont décidé de prendre en otage cette famille, cette mère et ses 2 enfants, en sachant à l'avance qu'ils risquaient de mourir. Or, que nous apprennent les autorités israéliennes, c'est que manifestement, cette mort n'était pas une mort entre guillemets accidentelle, c'était pas une victime collatérale, ces enfants ne seraient pas morts parce qu'il y aurait eu un échange de tirs entre 2 parties belligérantes. Non, ces enfants, à en croire les autorités israéliennes, j'ai aucune raison de ne pas les croire, auraient été tués de façon volontaire. Voilà la différence qu'il y a entre, évidemment, une démocratie qui, en temps de guerre, peut causer des victimes collatérales, mais qui, dans son mode d'emploi, essaye de préserver les vies civiles. On le sait, notamment à travers un tractage ou à travers des messages électroniques qui arrivent sur les téléphones portables des Gazaouis. Et ça, tous les journalistes qui ont eu l'occasion d'aller à Gaza savent que c'est vrai. Et une faction terroriste qui, de sang-froid, a tué 2 bébés. Et ça, pour moi, cela résume totalement ce qu'est l'islam politique et ce qu'est le Hamas. Et à ce propos, je voudrais vous faire réagir à ces déclarations ce matin. Rima Hassan, eurodéputée de la France Insoumise, qui a déclaré, je cite, que le Hamas menait une action légitime du point de vue du droit international. Rima Hassan qui a été refoulée, rappelons, mardi du territoire israélien. Et elle a ajouté ne pas considérer que Chéri Kfir et Ariel Bibas avaient été tués par le Hamas. Première question, est-ce que affirmer à la radio que le Hamas mène une action légitime peut être considéré, selon vous, Mohamed Sifawi, comme une apologie du terrorisme? Et seconde question, notamment le maire de Cannes, David Lisnard, a réagi à ces déclarations. Il considère qu'il n'est pas acceptable que cet eurodéputé puisse continuer à faire son travail et puisse être invité à le faire grâce à l'impôt français. Est-ce que vous partagez son avis et comment vous réagissez plus globalement à ces déclarations, pour le dire assez répétées, de Rima Hassan depuis... avant même le 7 octobre. Je fais partie de ceux qui critiquent ouvertement Rima Hassan depuis le début de son engagement politique, depuis qu'elle est apparue sur la scène médiatique avec cette violence qui la caractérise d'ailleurs, sous des allures, je dirais, de termes pesés, etc. Il y a une violence dans son propos qui est apologétique du terrorisme, même si c'est dit, soi-disant, avec les pseudo-connaissances qui sont les siennes en matière juridique. Je rappelle quand même, quoi qu'elle puisse en dire, que le Hamas est considéré par l'institution où elle siège, c'est-à-dire
l'Union européenne comme une organisation terroriste. C'est-à-dire que voilà une eurodéputée fraîchement élue qui décide de se substituer à tous les États européens et à considérer, au contraire de ces mêmes États européens, que cette faction terroriste ne serait pas terroriste. Et bien, ce que nous dit le droit, justement, européen, c'est que le Hamas est une organisation terroriste. Et donc là, elle est coupable d'apologie de terrorisme. Alors, moi, je ne sors pas de mon rôle. Je ne sors pas de mon rôle. Mais je connais de brillants avocats. Je peux citer Ariel Goldman, par exemple, que vous connaissez naturellement, le président du Fonds social juif unifié, qui a fait un tweet tout à l'heure, et je lui donne raison, tout comme je donne raison à David Lisnard. Je pense que l'État ou le procureur de la République, plus précisément, en tout cas il peut y avoir un signalement de la part des autorités politiques et le procureur de la République, ça ne choquerait pas les démocrates, ça ne choquerait aucun démocrate si le procureur de la République examine la possibilité d'engager des poursuites contre Rima Hassan pour des propos apologétiques qu'elle ne cesse de tenir pour rendre hommage en vérité non seulement au Hamas, cette organisation terroriste, et au djihad islamique, autre organisation terroriste qu'on oublie souvent de citer, mais aux faits qui ont été perpétrés, aux crimes perpétrés le 7 octobre 2023 par même Hamas et le même djihad islamique et les autres factions terroristes qui ont participé à cette attaque. Donc, je crois qu'aujourd'hui, un message clair doit être envoyé. Moi, ce que je ne comprends pas parfois dans ce pays, qu'est la France, c'est que c'est un pays qui dispose d'outils juridiques extraordinaires, c'est un pays de textes et de lois. Tout est codifié. Et je m'étonne, et je le dis, mais je m'étonne vraiment par la nonchalance ou le laxisme ou le laisser-faire qui peut parfois caractériser les responsables, ce qui laisse d'ailleurs la parole à l'extrême droite et ce qui l'amène à préempter un certain nombre de sujets et de dossiers, alors que la France républicaine, les responsables français, disposent de suffisamment de connaissances, de textes, je dirais, de leviers pour qu'il y ait non pas une atteinte à la personne ou à la dignité de Rima Hassan, mais une poursuite à la justiciable qu'est Rima Hassan. Parce que ça suffit. Elle ne peut pas continuer à provoquer, je dirais, la conflictualité à chaque coin de rue et à partir de chaque déclaration, parce que c'est ce qu'elle recherche, cette femme. À l'image de son mentor, Jean-Luc Mélenchon. Ces gens recherchent la fragmentation et le conflit permanent au sein de la société française. Il faut que le droit il faut que la justice puisse réagir pour les remettre à leur place. Je reviens au terrain avant de parler, pour terminer cette émission, pour parler de la crise franco-algérienne. Qu'est-ce que vous a inspiré, Mohamed Sifawi, le clip sur l'avenir de la bande de Gaza, généré par l'IA d'abord et posté par Donald Trump sur son réseau social Truth Social? Plus globalement, comment est-ce que vous analysez non pas le plan, mais en tout cas la proposition qu'il a faite de prendre le contrôle de la bande de Gaza, d'en expulser ces populations? Est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de légèreté dans tout cela, ou vous comprenez peut-être qu'il est en train d'essayer de rebattre les cartes du jeu? Non, il y a beaucoup trop de légèreté dans la communication, mais je crois avoir compris le message sous-jacent, qui est un message de petits commerçants de quartier. C'est même, j'allais dire, avec un clin d'œil de marchand de tapis, en vérité. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait une proposition surréaliste, irréalisable, parce qu'il faut que les gens le sachent, parce qu'il y a parfois certains tombent dans le panneau. Moi, j'entends parfois des gens dire oui, mais pourquoi pas, etc. Eh bien, pourquoi pas, c'est pas possible, tout simplement parce que les lois internationales, parce que heureusement les démocraties n'agissent pas comme ça, et c'est pas juste en utilisant des euphémismes, en disant ils vont être transportés. Non, ce serait une déportation, et une déportation, c'est très grave d'un point de vue et on peut pas, je dirais, toucher à la dignité des États-nations que sont l'Égypte ou la Jordanie en leur imposant 2 millions de personnes chez eux au moment où des États occidentaux, à juste titre d'ailleurs,
c'est la souveraineté de chacun, régule l'immigration et au moment où ce même Donald Trump fait face ou veut arrêter les flux migratoires. Enfin, c'est du n'importe quoi, en vérité. Mais derrière, c'est un moyen plutôt qu'un objectif réel. Derrière ce n'importe quoi se cache un moyen qui consiste à faire une proposition surréaliste, ce qui le caractérise, pour avoir des contre-propositions beaucoup plus réalistes. Et là, il attend de la part de l'Arabie Saoudite, de la Jordanie, de l'Égypte, des Émirats Arabes Unis, des contre-propositions qui, elles, seraient probablement plus réalistes. On parle d'un plan égyptien qui serait sur la table. Par exemple, le roi de Jordanie a dit qu'il accepterait des enfants malades ou des gens qui sont malades et qui ne peuvent plus raisonnablement se soigner dans les hôpitaux à Gaza parce que la situation étant ce qu'elle est. Mais voilà, on ne peut pas obliger des États souverains à accepter sous ce vocable d'ailleurs très raciste, parce qu'ils seraient arabes et ils doivent accepter d'autres arabes. C'est comme si on disait à la France, vous êtes européens, il faut accepter tous les Roms, tous les Bulgares, tous les Moldaves, parce que c'est sur le même continent, ou qu'il y aurait, je dirais, une proximité ethno-religieuse. Enfin, c'est quand même un peu n'importe quoi. Donc, pour éviter de faire du n'importe quoi, de dire du n'importe quoi, il faut arriver à décrypter ce que cache la déclaration de Donald Trump. Et rappelons qu'un sommet de la Ligue arabe se réunira la semaine prochaine au Caire. On y étudiera notamment donc, ce plan égyptien en 3 phases. Terminons, Mohamed Sifouya, avec le dossier franco-algérien. Le ton est encore monté ces derniers jours entre les deux capitales. Hier, le Premier ministre François Bayrou a annoncé, je cite, le réexamen de tous les accords entre les deux pays, sans toutefois entrer, dit-il, dans une phase escalatoire. À ses yeux, les accords de 68 ne sont pas respectés par Alger. Est-ce que c'est un tournant majeur dans la relation entre les deux capitales et quelles sont les intentions en face du pouvoir algérien dans cette crise et de quelle carte dispose-t-il pour essayer de faire plier la situation dans sa faveur? Alors, je vais essayer d'aller très vite parce qu'il ne nous reste pas de temps, mais en fait, le pouvoir algérien est dans une attitude jusqu'au boutiste. Et je crois savoir, selon les dernières informations que j'ai pu avoir, que le président algérien a déjà mis sur la table, avec les caciques qui l'entourent, la question de la rupture des relations diplomatiques avec la France. Donc c'est un sujet qui est posé. C'est plus quelque chose d'hypothétique. Après la suspension par le Sénat algérien de ses relations avec le Sénat français. C'est une première étape, mais je crois que de toute façon, le régime d'Alger n'est pas un régime sérieux et sans trahir de discussions privées que j'ai eues ces dernières années avec quelques responsables français, il y a quelques années, j'ai dit à tous ceux qui m'ont fait l'amabilité d'échanger avec moi ou d'avoir mon avis sur le pouvoir algérien, je leur ai dit, vous vous trompez sur une chose qui est fondamentale, ce pouvoir n'est pas sérieux. Et je puis vous assurer que ce régime n'est pas sérieux. Il ne l'a jamais été. Et encore moins aujourd'hui, sous la gouvernance de Abdelmadjid Tebboune. C'est une dictature, c'est un pouvoir populiste, démagogique, d'ailleurs antisémite, je le dis, c'est l'un des régimes les plus antisémites dans le monde arabo-musulman, pour reprendre l'expression consacrée. Le régime algérien est plus antisémite que le pouvoir égyptien, il est de loin plus antisémite que les Jordaniens, et j'en passe. Pourtant, géographiquement, c'est un pays qui est très loin. Et cet antisémitisme-là, qui est né au lendemain, notamment, qui s'est accentué, qui est devenu ligne de conduite au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, est véritablement diffusé par le régime. Donc il ne faut pas s'étonner, il faut s'étonner. On peut s'expliquer ce qui amène certains commentateurs ou certains, sur les réseaux sociaux, certains Algériens à s'exprimer comme ils s'expriment. Il y a trois, disons, haines qui sont distillées par le régime algérien. Une haine contre le Maroc, une haine contre la France et une haine contre les Juifs. Et ça, il faut le savoir. Ce que révèle cette affaire, ou cette polémique, cette crise franco-algérienne, c'est qu'en réalité, on ne peut pas donner sa chance à un régime qui, de toute manière, lui-même ne veut ni le bien-être de ses concitoyens, ni dispose d'un projet de société cohérent et sérieux pour édifier des relations internationales cohérentes et sérieuses. Regardez dans quelle situation se retrouve aujourd'hui le régime algérien. L'Algérie est véritablement isolée. Ses relations avec la Russie ne sont plus ce qu'elles étaient. Pourtant, Abdelmadjid Tebboune a multiplié les courbettes devant Vladimir Poutine. Ils ont un problème avec leurs voisins marocains.
Depuis quelques mois, ils ont un problème avec leurs voisins mauritaniens, ils ont un problème avec le Mali, ils ont un problème avec le Niger, ils ont un problème où ils méprisent les Libyens. Le seul qui leur reste, c'est ce populiste de Kais Saïd, le président tunisien, qui est à leur image, et d'une certaine façon, quelques organisations islamistes avec lesquelles ils partagent le pouvoir, parce que le pouvoir en Algérie est partagé avec les islamistes, et on ne le dit pas souvent. Les islamistes, on leur a donné à gérer la société, malheureusement. Après tout ce que l'Algérie a subi pendant les années 90 et cette guerre civile générée notamment par les islamistes, mais pas seulement, aussi par la faute du pouvoir, cette Algérie-là se retrouve aujourd'hui co-dirigée par les deux entités idéologiques qui ont causé le malheur de l'Algérie et des Algériens depuis l'indépendance, en l'occurrence cette idéologie islamiste d'un côté, nationaliste de l'autre. Merci beaucoup Mohamed Sifaoui d'avoir été avec nous dans Géopolitique le MAG. Je rappelle le titre de votre nouveau livre paru aux éditions du Rocher, Hamas plongé au cœur du groupe terroriste. Cette émission est à retrouver notamment sur notre chaîne YouTube. À très bientôt sur Radio J. Merci.